Avant de vous montrer l'entretien avec le ministre, je voulais juste vous donner un petit élément de contexte. Il y a plusieurs très bonnes vidéos de prospectives qui sont sorties récemment sur YouTube, comme la série des 2058 de Chris Papillon. Et ce que ça m'inspire, c'est que réfléchir comme ça à notre avenir, ça permet de fixer un cap pour les décisions qu'on prend aujourd'hui. Et c'est pour ça que je pense que c'est important de savoir dans quelle vision de l'avenir est-ce que nos dirigeants politiques inscrivent les mesures qu'ils prennent ou les lois qu'ils votent. Or, cette question politique importante, comment est-ce que vous voyez les choses dans 25 ans? Ben, c'est une question qu'on n'entend jamais les journalistes poser. On vit dans l'instant présent et on pense à court terme sans trop nous préoccuper de l'avenir. On ne devrait pas. Quand Jean-Baptiste Colbert fait planter la forêt de chênes de Bercé en 1669, il le fait pour donner à la France des arbres qui, 100 ans plus tard, permettront de construire les navires de notre marine nationale. Le gars, il fait ça ni pour sa génération, ni pour celle de ses enfants, ni même pour celle de ses petits-enfants. Il fait ça pour celle de ses arrière-petits-enfants, qu'il ne connaîtra d'ailleurs jamais. Je pense que ce serait bien de prendre l'habitude de demander aux responsables politiques quelle est leur vision sur le long terme. Donc voilà, le contexte c'est ça. Puisque je ne les trouvais pas dans la presse, je suis un petit paysan franc-comtois qui allait chercher à Paris les réponses aux questions qu'il se posait. Ah oui, et puis vous remarquerez que le son est super bon quand le ministre parle et super mauvais quand c'est moi qui parle. C'est parce qu'initialement je pensais doubler ma voix, comme je suis en train de le faire avec le micro que vous entendez actuellement. Et puis je me suis ravisé et j'ai estimé que garder le vrai son de ma voix, même s'il était un peu moins bon, ça donnait un côté plus authentique. Donc voilà, je pense que vous préférerez comme ça, mais si c'est pas le cas et que vous aimez pas, alors dites-le moi dans les commentaires. Alors bonjour monsieur le ministre. Bonjour. Et merci de me recevoir pour parler d'un sujet dont on parle rarement avec les responsables politiques, le long terme. Ce dont j'aimerais parler avec vous, c'est pas des fermes d'aujourd'hui, c'est de celles de demain. Et donc, ce que j'aimerais faire, c'est un exercice intellectuel pas forcément facile, c'est de se projeter dans l'avenir. Je vais donc vous poser une première série de questions sur votre vision à long terme, comment vous voyez les choses dans 25 ans. Puis je vous poserai une deuxième série de questions sur le moyen terme. Comment vous voyez les choses à une échéance de 4 ou 5 ans? Alors, une génération humaine, c'est 25 ans. La ferme de mon grand-père, c'était une toute petite exploitation d'une dizaine d'hectares. Il élevait des cochons, des lapins, des vaches, des poules, des canards. Il faisait du blé, du maïs, des légumes et une grosse quantité de pommes de terre. Il utilisait 2 chevaux pour faire les labours, ce qui aujourd'hui nous paraît totalement anachronique, mais aussi pour transporter les pommes de terre, pour transporter le foin, et aussi pour vendre les produits au marché. En résumé, une petite surface d'exploitation, une large diversité de production, des chevaux qui servent à tout faire, et la vente directe du producteur au consommateur. Ça, on en parlera peut-être. 25 ans plus tard, son fils a repris la ferme. Son exploitation à lui ne faisait plus une dizaine d'hectares, elle en faisait 80. Donc 8 fois plus grosse. Mais ce qui veut dire aussi que les autres agriculteurs de la commune, pour beaucoup, étaient partis en ville et lui avait racheté leur terre en fait. Mais ce qui veut dire aussi qu'ils s'étaient endettés pour acheter leur terre. Il ne faisait plus qu'une seule chose, lui, c'était de l'élevage de vaches laitières. Et donc il ne vendait plus rien au marché, il vendait son lait à des coopératives qui venaient directement remplir des camions de lait à la ferme. Et puis il a aussi remplacé les chevaux de son père par un tracteur. Et en résumé, on est passé à des grandes surfaces d'exploitation basées sur un seul produit. On s'est mis à utiliser des tracteurs pour remplacer les chevaux. Et puis, il y a de nombreux intermédiaires qui ont commencé à se mettre entre le producteur et le consommateur. Ma première question est toute simple, donc. Les enfants de la génération qui naîtra dans 25 ans, pour ces enfants, quand ils grandiront, ça ressemblera à quoi une ferme? Le monde agricole ressemblera à quoi dans 25 ans, selon vous? Et pour commencer, vous pensez qu'elles auront quelle surface, les exploitations de demain? Le monde agricole, les fermes, les exploitations agricoles, comme on les appelle, elles sont en mouvement perpétuel. Il y a 1967, la taille d'une exploitation était effectivement de quelques dizaines d'hectares, sans plus, avec où on cultivait, on produisait des aliments et nous étions autosuffisants à l'intérieur même de l'exploitation. Et puis 25 ans plus tard, effectivement, les exploitations ont largement doublé, triplé, quadruplé de surface. Dans 25 ans, dans cet horizon qui est le nôtre,
celui que l'on pourra encore toucher pour les gens de ma génération. Les fermes, elles devront avoir l'autonomie de pouvoir fonctionner sur la qualité alimentaire. Elles devront permettre de nourrir les hommes et les femmes de notre pays, mais aussi du monde, en répondant à des objectifs de marché, en répondant aux objectifs d'une alimentation sûre, saine et durable. Et aujourd'hui, nous assistons à un phénomène où nous avons une réduction du nombre d'agriculteurs. Dans 10 ans, c'est 45% des agriculteurs actuels qui seront en âge de partir à la retraite. Et donc, deux phénomènes où les exploitations continuent à s'agrandir avec une nouvelle génération d'agriculteurs, des agriculteurs et des salariés. Est-ce cela le modèle que nous voulons? Je ne le pense pas. Et donc, nous priorisons l'installation. Faire en sorte que des jeunes puissent s'installer sur des fermes à taille humaine. La Ferme France, c'est une ferme à taille humaine. C'est une ferme, et c'est un modèle à laquelle les Françaises et les Français sont attachés. Une exploitation familiale, avec aussi des salariés, de l'ordre entre 80 et 200 hectares, en fonction aussi de ce que l'on fait, si on est sur de l'élevage ou si on est sur de la production céréalière ou de légumineuses. Et donc, dans 25 ans, ce que je souhaite et la vision que je porte pour l'agriculture, c'est d'avoir de nombreux jeunes qui se seront installés parce qu'ils aiment le métier, parce qu'ils en ont la passion, et que cet aménagement du territoire, il participera aussi à la dynamique économique de notre pays. Moi, ce que j'entends de votre réponse, c'est qu'il n'y a pas une surface d'exploitation standard. En fonction, bien évidemment, de ce qui sera produit, il y aura des écarts. Mais globalement, ce que vous me dites, c'est qu'on va peut-être avancer, ou du moins, ce serait bien qu'on avance vers des exploitations qui ont peut-être des tailles un peu moins démesurées et qui seraient un peu plus petites. Vous savez, ce qui fait la richesse de notre pays, ce qui fait la richesse de la France agricole, c'est la diversité de ses exploitations. C'est la diversité de ces modèles d'exploitation. Vous avez la culture végétale, où là, vous avez besoin de surface. C'est la culture de plaine. Vous avez l'élevage, où vous avez moins besoin de surface. Mais en même temps, si vous êtes en polyculture élevage, vous devez combiner aussi une exploitation dans laquelle vous allez pouvoir à la fois utiliser les aliments que vous produisez pour nourrir vos animaux, et puis d'autre part avoir les débouchés commerciaux nécessaires. Et donc il n'existe pas de modèle préformaté comme on peut le connaître dans d'autres pays, notamment dans les pays de l'Est, chacun le sait, mais des tailles d'exploitation qui répondent au modèle que nous voulons porter, c'est-à-dire à la diversité des exploitations, à la diversité des modes de production, et qui répondent surtout à un modèle économique qui soit performant, à un modèle économique qui permette aux agriculteurs de pouvoir vivre de leur travail. C'est cela le modèle économique d'une exploitation, la taille d'une exploitation. Elle est suffisante si le producteur qui est à la tête de cette exploitation, qui fait son travail, qui a des débouchés commerciaux suffisants, qui a la passion de ce métier, qui a la passion d'entretenir son territoire et ses paysages, à partir du moment où il gagne sa vie, où il gagne bien sa vie, eh bien, ces exploitations, elles auront vocation à continuer à animer nos territoires. On va peut-être reparler un peu plus loin de l'argent. Ma question suivante, c'est elles produiront quoi, les fermes de demain? Parce que, comme je vous l'ai dit, mon grand-père, il produisait tout ce qui était nécessaire, à la fois pour nourrir sa famille et pour gagner de l'argent en plus. Le reste, l'excédent, vous avez fait une petite photo. Mon grand-père, il faisait son vin, et puis une fois qu'il avait fait son vin, eh ben, il en donnait aux voisins, et puis il vendait le raisin qu'il avait en plus et que lui ne consommait pas. Mais mon grand-père n'a jamais acheté de vin de sa vie. Et donc, son fils, lui, par contre, ben, son vin, il l'achetait. Il allait acheter son vin au supermarché. Et lui, il ne produisait qu'une seule chose, c'est du lait. Et juste du lait et rien d'autre que du lait.
Et il utilisait son argent, l'argent qu'il gagnait en vendant le lait, pour nourrir sa famille et puis pour acheter son vin, pour reprendre l'analogie que je suis en train de prendre. Donc, ma deuxième question, c'est dans 25 ans, on produira quoi dans une ferme? D'abord, on produira ce que les consommateurs ont envie de manger, de consommer. On produira aussi ce qui est nécessaire à notre alimentation, qui correspondent à nos goûts. Et cette image, elle est belle, c'est un beau témoignage de ce qu'a été l'agriculture. Une agriculture qui, dans ces années-là, était autosuffisante. Un village était autosuffisant. Les gens produisaient ce qu'ils consommaient à l'intérieur de l'exploitation. Aujourd'hui, nous sommes passés depuis 1967 et la mécanisation à une ère plus industrielle. La mécanisation a entraîné le fait que les exploitations sont, disions tout à l'heure, plus grandes. Et les fermes se sont spécialisées. Lorsque l'on est dans la polyculture élevage, on fait de l'élevage pour produire du lait ou de la viande, mais en même temps, on produit des céréales, on produit des aliments que l'on va donner à ces animaux. Et je crois qu'aujourd'hui, nous ne pouvons plus avoir ces fermes qui ont ce prisme aussi large que ce que l'on pouvait avoir avant, parce que les quantités de production sont aussi différentes, parce que les marchés sont différents. Aujourd'hui, un exploitant, il va travailler avec une coopérative qui va être spécialisée sur un type de culture, un type de production. On va avoir des débouchés commerciaux sur un ou deux types de production. Et aujourd'hui, ce que je crois, c'est que dans 25 ans, on continuera à produire des fruits et légumes de qualité, on continuera à produire de la viande pour nos consommateurs, de la viande de porc, de la viande de volaille, de la viande de bœuf et d'autres, parce que nos consommateurs les attendront, parce que ça participe à l'équilibre alimentaire d'une part. Et puis, dans 25 ans, peut-être de nouveaux produits seront sortis parce que la recherche, l'innovation auront permis de contribuer à faire émerger de nouvelles productions. Et en cela, il faut croire à ce que la recherche et l'innovation peut trouver en matière de produits avec plus de goût. On a vu d'ailleurs depuis 25 ans apparaître des produits que l'on ne consommait pas. Il y a une trentaine d'années, vous ne consommiez pas de kiwi, par exemple, sur le territoire. Aujourd'hui, vous avez, notamment dans les Landes, des bassins de production de kiwi et la France se distingue particulièrement, d'ailleurs, dans cette production et dans l'export de cette production, parce que les kiwis français sont attendus aussi par nos consommateurs et partenaires étrangers. Donc on continuera effectivement à produire ce qui fait aujourd'hui la richesse, la valeur de la ferme France, de nouveaux produits, mais qui seront produits aussi en adéquation avec nos besoins alimentaires, notre autonomie et notre souveraineté alimentaire, et puis la volonté des exploitants de pouvoir participer aussi aux échanges commerciaux, aux échanges mondiaux qui sont devant nous. Ce que j'entends dans votre réponse, dites-moi si je traduis bien, c'est que la spécialisation qui a eu lieu au cours de ces dernières années, vous ne voyez pas forcément qu'on va avoir un retour en arrière sur ça et que au moins une partie des agriculteurs vont diversifier leur production. Il peut y avoir de la diversification de production, mais pour qu'une production soit bien diversifiée, il faut en trouver aussi les débouchés commerciaux. Et il faut aussi que ces débouchés commerciaux soient en volume suffisant pour que l'exploitant, le producteur, puisse gagner sa vie. Et ça, c'est éminemment important. Alors, qu'est-ce que l'on attend? Est-ce que l'on souhaite demain que l'on ait des fermes qui produisent, comme dans les années 50 ou 60, une multitude de produits et qui puissent servir un marché local? Pourquoi pas? Si c'est le choix d'un producteur d'aller dans ce sens-là, qu'il y trouve un intérêt économique,
que ça lui permet de vivre, lui et sa famille, et que ça lui permet, je dirais, d'avoir, en plus de son autonomie alimentaire, eh bien, de pouvoir vendre sur des marchés locaux les produits qu'il cultive et qu'il, le cas échéant, peut transformer. Pourquoi pas? Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que dans 25 ans, on a besoin d'assurer l'équilibre des productions, l'autonomie et la souveraineté alimentaire d'abord de notre pays, et de continuer à pouvoir faire des échanges. Mais c'est parce que nous n'opposons pas les modèles, parce que nous ne sommes pas aujourd'hui dans cette espèce de dogme qui prévaudrait qu'il ne peut y avoir que des grandes fermes ou que des toutes petites exploitations, que justement c'est cette alchimie entre les différents modèles qui fait la richesse et la diversité de l'agriculture française. Et c'est ce qui fait aussi son image à travers le monde, qui fait qu'aujourd'hui, la gastronomie française, elle est reconnue par la qualité de production de ses produits. Très bien. À qui, parce qu'on parle d'argent un peu, c'est un truc qui intéresse les gens, les agriculteurs n'ont pas beaucoup d'argent, hein, vous savez. À qui, et ils n'ont pas beaucoup d'argent, mais justement, on va en parler dans la seconde partie, lorsqu'on parlera un peu de la loi. Ils n'ont pas beaucoup d'argent aussi parce que les intermédiaires, ils prennent une part qui est quand même pas négligeable de l'argent. Ma question, elle est simple. À qui est-ce que les agriculteurs vendront leurs produits dans 25 ans? Est-ce qu'il y aura toujours autant d'intermédiaires entre les agriculteurs et les consommateurs? Et si oui, quels seront ces intermédiaires? La grande distribution, j'imagine qu'ils seront toujours là. Est-ce qu'il y aura des centrales d'achat? Pour faire simple, à qui est-ce que les paysans de demain vendront leurs produits, selon nous? Eh bien, c'est en fonction du modèle d'exploitation qu'ils choisiront. Si un exploitant, un producteur souhaite vendre ses productions, son travail, le fruit de son travail dans, je dirais, sa proximité, eh bien, il la vendra aux gens qui habitent son territoire, en allant vendre directement ses produits sur des marchés, en allant proposer ses produits, pourquoi pas dans un magasin de vente qu'il aura installé dans son exploitation. C'est ce qu'on appelle de la vente directe et que l'on trouve déjà aujourd'hui. Et ce sont d'ailleurs des formats qui ont tendance à se développer, c'est-à-dire une prise directe du producteur au consommateur. Mais vous aurez toujours des circuits de distribution tels que nous les connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire un producteur qui cultive des fruits, des légumes, par exemple des tomates, et qui livrera ces tomates à une coopérative qui, elle, se chargera, par rapport à des contrats qu'elle aura passés avec des distributeurs ou des transformateurs, eh bien de vendre ses produits directement pour qu'elle se retrouve à l'intérieur de magasins de distribution, pas forcément des grandes surfaces, ça peut être aussi des magasins de proximité ou à des entreprises qui assureront une transformation du produit pour la transformer dans des plats cuisinés ou en faire d'autres types de produits. Et je crois que c'est autour de cela que c'est le choix de chacun des agriculteurs. C'est quel est le modèle économique que je choisis? Quel est, demain, qu'est-ce que j'ai envie, moi, comme producteur, de porter comme message? Est-ce que je suis sur un territoire où je vais avoir la capacité suffisante à produire des fruits et des légumes, par exemple, et de les vendre sur les marchés locaux, comme l'on dit en circuit court, comme on appelle? Ou est-ce que je fais confiance à une coopérative pour assurer le débouché commercial de la production que je vais mettre en terre? Et donc, tout dépend aussi, et on en revient à ce dont nous discutions tout à l'heure, à la surface d'exploitation qui est celle du producteur. Ou quelle partie je vais conserver si j'ai une exploitation d'une centaine d'hectares, que je fais de l'élevage, je vends mon lait à une coopérative qui le transforme,
Et est-ce que je garde une autre partie de ma production pour la transformer à la ferme et vendre ces produits à la ferme dans un magasin de vente, ou le vendre à travers des AMAP, ou le vendre dans le cadre de circuits courts, ou le vendre sur des plateformes pour servir la restauration collective. Nous y reviendrons tout à l'heure. Je crois que nous sommes dans une société de choix, où, comme je le disais, le bon choix pour le producteur, c'est de pouvoir, en fonction du territoire où il habite, du potentiel de clientèle, de débouché qu'il peut avoir, c'est ce choix de choisir quel type d'exploitation il veut, et donc de ne pas opposer les modèles les uns aux autres, et de construire un modèle économique. Et on en revient à cette question de l'argent dont vous parliez tout à l'heure, un modèle qui lui permet... Pardon, excusez-moi de vous interrompre, mais qui est une question importante. Et qui est une question majeure, mais majeure pour tout le monde, mais qui lui permettra de vivre de son travail. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est ce que nous souhaitons faire. L'objectif que nous portons aujourd'hui, c'est de faire que les agriculteurs puissent vivre dignement de leur travail, qu'ils puissent assurer leur production, leurs débouchés commerciaux, et que l'on achète leur production au prix qui leur permettra de pouvoir vivre, de pouvoir ensuite investir pour pouvoir continuer à travailler sur la qualité de leurs produits, faire de la montée en gamme, et puis assurer aussi l'empreinte, travailler pour protéger son environnement, travailler pour nourrir la population. Vous savez, ce n'est pas quelque chose d'anodin, ce que l'on demande aux agriculteurs. Les agriculteurs, on leur demande beaucoup d'efforts, on leur demande beaucoup de travail, et on leur demande sans cesse d'améliorer la qualité de leur production. Mais tout cela pour nourrir nos concitoyens, nourrir la population, et faire en sorte que nos citoyens se portent mieux avec une nourriture plus saine. Je vais rebondir sur ce que vous avez dit, parce que je le mets en parallèle avec ce que vous aviez dit juste avant. Vous aviez dit que lorsqu'on parlait d'argent, c'est votre expression, en volume suffisant pour gagner sa vie. Et c'est comme si vous faisiez une corrélation, mais dites-moi si je me trompe, entre le volume de produits vendus et le profit que va faire l'agriculteur. Non, c'est en volume et en valeur. Vous pouvez faire des petits volumes. Exactement, parce que... Moi, j'ai rencontré des producteurs qui font aujourd'hui des plantes aromatiques. Ils font de tout petits volumes. Mais ils ont une forte valeur. Mais leurs produits ont une forte valeur ajoutée. Exactement. Et c'est cette forte valeur ajoutée qui leur permet aujourd'hui de pouvoir bien travailler, de pouvoir avoir un revenu suffisamment, je dirais, décent, pour pouvoir eh bien, continuer à investir dans leur production, de pouvoir élargir aussi leur capacité à produire. Et puis aussi la question des volumes de production en fonction du modèle agricole dans lequel vous travaillez est aussi important, parce qu'on a besoin aussi, pour assurer notre souveraineté alimentaire, de produire aussi en quantité suffisante. Et les coopératives, les industriels qui transforment les produits agricoles ont besoin aussi de s'appuyer sur des volumes pour répondre à la demande des consommateurs. Ouais. Mais je rebondissais sur le volume parce que c'est quelque chose que je visite beaucoup de fermes. Bien sûr, oui. C'est quelque chose que j'observe, c'est que ceux qui s'en sortent un peu mieux, c'est pas forcément qu'ils vendent beaucoup en quantité, mais c'est qu'ils ont beaucoup diminué leur coût de production. Ils ont des plus petites surfaces, donc parfois ils ont un prêt à rembourser qui est moins élevé, ils ont parfois moins d'investissement matériel. Ils économisent à droite, à gauche sur les amendements, où il y en a qui n'utilisent pas d'engrais et puis font leur engrais. Et en baissant les coûts de production et en vendant un plus petit volume, ils arrivent à gagner plus d'argent que le voisin qui est à côté. C'est tout ça. Mais, vous voyez ce que je veux dire ? Mais là aussi, attention de ne pas opposer les choses les unes aux autres. Hein, on est bien d'accord. Vous avez aujourd'hui, comment est-ce que l'on peut assurer le fait que vous puissiez avoir des coûts de production qui soient les plus faibles possibles, de manière à avoir de meilleures marges, de manière à mieux gagner votre vie. Ça passe effectivement par des choix sur la surface que vous avez exploitée, en fonction de votre capacité aussi à travailler, parce que si vous êtes seul sur une exploitation,
Et si vous faites de la culture, c'est peut-être compliqué d'assurer une exploitation et des volumes que vous ne pouvez pas garantir parce que vous êtes seul à pouvoir à travailler sur l'exploitation. Donc il vous faut des salariés ou il vous faut des partenaires ou des associés. C'est en fonction du modèle que vous choisissez que vous avancez en fonction des différents marchés sur lesquels vous souhaitez aller. Et surtout, cela dépend beaucoup aussi des coopératives ou des entreprises de transformation qui sont à proximité de chez vous. Parce que souvent, on produit aussi pour les entreprises et les coopératives qui sont dans votre périmètre. Et puis, c'est de dire aussi que sur les petites exploitations, mais comme sur les grandes, essayer de faire en sorte que les coûts de production puissent diminuer, c'est effectivement travailler à se passer des produits phytosanitaires, c'est travailler à réduire, je dirais, vos coûts de production en utilisant de la mécanisation, c'est réduire vos coûts de production en choisissant aussi des cultures qui vont vous permettre de les travailler plus facilement. Ce sont des choix agronomiques permanents, et ces choix agronomiques, on vous les apprend dans nos lycées agricoles, qui sont de formidables viviers pour nos futurs agriculteurs. Si vous êtes d'accord, on va passer à une échéance plus brève, parce que là, on vient de voir les choses sur 25 ans, et j'aimerais qu'on voit un peu comment les choses vont se passer dans 4 ou 5 ans. Alors, ce qui se passe sur 25 ans, ça ne dépend pas de vous. Par contre, ce qui se passera dans 4 ou 5 ans, ben, ça dépendra quand même de la politique que vous êtes en train de mener. Comment est-ce que vous voyez les choses évoluer dans les 4 à 5 ans qui viennent pour l'agriculture française? Une ferme française, ça ressemblera à quoi dans 5 ans? Qu'est-ce qui aura changé concrètement dans 5 ans par rapport à aujourd'hui? Vous savez, même sur 25 ans, ça dépend aussi de nous. Parce que aujourd'hui, l'action que nous menons, c'est une action aussi qui s'inscrit dans le long terme. Et nous travaillons pour les générations futures. Et c'est bien normal. Et puis, dans 4 ou 5 ans, nous sommes là dans, je dirais, le résultat concret des mesures et des réformes que nous portons. Aujourd'hui, l'agriculture est en pleine transition. Transition agroécologique, réduction des intrants, augmentation de la qualité alimentaire. Et dans 4 ou 5 ans, et c'est le travail que nous menons aujourd'hui, et nous espérons même que les résultats seront tangibles bien avant 4 ou 5 ans, c'est une agriculture qui assure notre autonomie et notre souveraineté alimentaire, bien évidemment, mais une agriculture qui réponde à la quadruple performance économique, sociale, environnementale et sanitaire, c'est-à-dire produire une nourriture saine et durable, et faire en sorte que les agriculteurs puissent vivre de leurs revenus. Et donc, ils vont investir, ils vont innover, et à partir de ces investissements et de ces innovations, ils vont emmener l'agriculture sur un nouveau chemin, le chemin de la modernité, avec l'utilisation du numérique. Aujourd'hui, vous pouvez, à partir d'une tablette, diriger votre robot de traite. Demain, vous aurez, à partir des logiciels qui sont en train d'être réfléchis, conçus aujourd'hui, et ceux qui existent déjà, surveiller l'état de vos cultures et regarder à quel moment il est le plus pertinent d'assurer la récolte ou d'assurer les semis, à quel moment vous allez pouvoir choisir quelles sont les rotations de culture, les têtes de rotation que vous allez pouvoir choisir. Et donc, aujourd'hui, nous faisons rentrer l'agriculture dans une nouvelle modernité. L'agriculture, elle s'est considérablement transformée en 1967 avec la mécanisation et l'arrivée d'une forme d'industrialisation de l'agriculture. Aujourd'hui, nous sommes en train de changer de paradigme. Nous continuons avec les modèles qui existent aujourd'hui et qui font la richesse de l'agriculture et de la ferme France, mais nous sortons de cette période où les consommateurs, les Françaises et les Français, sont soucieux de la qualité de leurs aliments. Ils sont soucieux de la qualité de leurs aliments, donc ils sont vigilants sur la manière dont les aliments sont produits, et ils sont soucieux aussi de l'équilibre de vie des agriculteurs. Et donc, ils ont ce réflexe aujourd'hui, et c'est un dialogue permanent que nous entretenons,
Ils sont soucieux de faire en sorte que lorsqu'ils achètent un produit agricole, lorsqu'ils achètent 1 litre de lait, eh bien, les concitoyens, ils souhaitent que le producteur soit rémunéré pour son travail. On va en parler, parce qu'on va parler de cette loi, mais j'ai une dernière question à vous poser sur l'agriculture de demain. Avant, en France, l'agriculture de demain, c'est l'INRA qui est en charge de la développer. L'INRA, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, hein, c'est un établissement public qui est placé sous la tutelle de 2 ministères différents, celui de la recherche et le vôtre, le ministère de l'Agriculture. Ma question est simple donc, ces scientifiques, ces chercheurs qui préparent l'agriculture de demain, sur quel sujet est-ce que vous leur avez demandé de travailler? Aujourd'hui, l'INRA est mobilisée sur beaucoup de sujets de recherche agronomique. C'est comment réussir à avoir demain une agriculture qui corresponde aux envies, avec des produits de meilleure qualité. C'est comment, à travers la recherche et l'innovation et le numérique, on arrive à donner des outils d'assistance aux producteurs. C'est comment, à travers la recherche, on arrive à identifier de nouveaux produits qui, demain, pourront irriguer nos cultures d'ici quelques années. Aujourd'hui, l'INRA est mobilisée, par exemple, pour trouver des solutions, des alternatives à l'utilisation des pesticides. Nous avons mis en place une feuille de route sur la sortie des pesticides pour les agriculteurs, parce que cela concourt à une alimentation de meilleure qualité. Cela concourt aussi à sécuriser les agriculteurs aussi dans l'utilisation des pesticides et les protéger de cette utilisation. On le voit bien, on le sait bien qu'aujourd'hui, nous avons des progrès à faire dans ce domaine. Et aujourd'hui, ce que nous souhaitons, à travers l'INRA et les instituts techniques qui l'accompagnent, comme l'IRSTEA, comme l'ACTA, par exemple, eh bien, c'est de trouver les formules qui permettront demain de trouver les substitutions agronomiques qui permettront demain de ne plus utiliser de produits phytosanitaires, de diminuer l'utilisation des intrants. C'est ce que nous faisons par exemple sur l'utilisation du glyphosate, où là nous mobilisons tout le monde. Tous les acteurs, l'INRA, bien évidemment, est en train de travailler pour trouver des alternatives à l'utilisation du glyphosate. Ça répond à une question que beaucoup de gens se posent, certainement. Bien sûr, et qui est éminemment importante. Puisque le but, c'est de parler d'avenir, alors on va cette fois parler d'un avenir à un peu plus court terme, si vous voulez le bien. Mardi a eu lieu un vote important, qui est l'aboutissement de 1 an de négociations entre les acteurs de la filière agroalimentaire. Ce sont les États généraux de l'alimentation. Alors, il y a une large partie de mon public qui sont des agriculteurs, donc qui savent de quoi on parle. Mais parmi mes abonnés, j'ai aussi Kevin qui passe ses journées à regarder des séries à Netflix et à jouer à Fortnite. Est-ce que vous pourriez expliquer à Kevin, avec des mots simples, ce que sont les États généraux de l'alimentation? Tout simplement, pour Kevin qui joue à Fortnite, comme beaucoup d'enfants de son âge, certainement, en tout cas comme les miens, aujourd'hui, la loi que l'on appelle la loi Egalim, c'est 2 objectifs. Je dirais à Kevin que le premier objectif, c'est que demain, on ait des agriculteurs qui gagnent bien leur vie. On ait des agriculteurs qui soient fiers tous les matins d'aller travailler, de produire une alimentation de qualité. Ce soit des agriculteurs qui, parce qu'ils gagneront bien leur vie, eh bien, pourront, avec leur famille, porter des projets, partir en vacances, pourront avoir une vie sociale plus épanouie. Ce sont des agriculteurs qui sortiront de la précarité dans laquelle beaucoup se sont installés parce que les dettes se sont accumulées depuis des années. Et donc cette loi, elle est là pour répondre à ça, répondre à l'endettement des agriculteurs, répondre à leurs revenus pour qu'ils puissent vivre dignement de leur travail. Et puis cette loi, elle va permettre aussi à Kevin de mieux se nourrir, parce qu'on va renforcer la qualité alimentaire de nos produits. Elle va lui permettre d'abord de mieux se nourrir chez lui, parce que les agriculteurs, nous leur demandons beaucoup d'efforts pour qu'ils améliorent leur production, qu'ils améliorent les qualités gustatives de leurs produits, en réduisant l'utilisation des produits phytosanitaires, par exemple. Mais à Kevin, on va aussi lui proposer de mieux se nourrir lorsqu'il est à la cantine.
de son école, de son collège. Justement, ça fait partie des mesures de cette loi. Est-ce que vous pourriez me dire quelles sont les mesures phares de la loi qui va rentrer en vigueur? Deux mesures phares sur le premier chantier consacré aux revenus des agriculteurs. C'est l'inversion de la construction du prix. C'est partir du prix de production, partir du coût de production pour bâtir un prix qui soit suffisamment rémunérateur pour les agriculteurs. Et pour cela, il faudra qu'ils se regroupent en organisation de producteurs ou en association d'organisation de producteurs pour être plus forts, plus puissants, pour qu'ils puissent être mieux écoutés et pour qu'ils puissent mieux défendre leurs intérêts. Et puis, cette loi, sur le deuxième chantier, elle répond aux engagements sociétaux, aux engagements de la société. C'est tout simplement de mettre et d'imposer à la restauration collective, donc dans les cantines, cantines des écoles, des collèges, des lycées, dans les hôpitaux, c'est de faire en sorte que dans la restauration collective, demain, il y ait 50% de produits qui soient issus de l'agriculture biologique ou de produits sous signe de qualité ou de labels ou de circuits courts pour permettre à tous celles et ceux qui vont dans la restauration collective ou dans la restauration hors foyer tous les midis, par exemple, consomment mieux et une alimentation plus saine. Et ce qui va contribuer d'ailleurs à lutter contre le gaspillage alimentaire. Parce qu'on se rend compte aussi que, par exemple, les déchets alimentaires sont importants. On jette 150 kilos de nourriture par an et par personne. Et donc, si on veut, et ce n'est pas normal, et si on veut aujourd'hui diminuer ce gaspillage alimentaire auquel nous assistons, la restauration collective est un levier fort pour lutter contre ce gaspillage. Parce que en mettant en œuvre une politique alimentaire avec des produits plus sains, plus durables, des produits que l'on ira chercher dans la proximité des établissements, donc où l'on connaît le producteur, où l'on connaît le territoire où ces produits ont été mis en œuvre, c'est aussi un gage à la fois de qualité, de confiance des consommateurs, et puis c'est aussi leur permettre tout simplement d'avoir une alimentation plus équilibrée, plus saine, et donc moins de gaspillage, et donc avec un certain nombre de gains pour sa santé, parce que ça s'accompagne aussi dans le cadre de la loi, d'un certain nombre de messages que nous voulons faire passer. C'est l'équilibre alimentaire. C'est tout le travail que nous devons mener avec l'éducation, avec le ministère de la Santé. C'est faire en sorte que nos pratiques alimentaires soient aussi plus saines et plus durables pour éviter un certain nombre de pathologies. C'est éviter de manger trop gras, trop salé, trop sucré. Et tout cela fait partie de cette formation que nous devons mettre aussi en œuvre. À commencer par les enfants, parce que... Et à commencer par les enfants. Je vais vous poser une dernière question. Vous avez évoqué les phytosanitaires tout à l'heure. Si ma mémoire est bonne, c'est l'article 14 de... 14, oui. Est-ce que vous pouvez me dire un mot sur cet article et sur ce que ça va changer? Alors, sur l'article 14, d'abord, il supprime 5 néonicotinoïdes. 5 néonicotinoïdes qui, aujourd'hui, nous le savons, étaient des néonicotinoïdes qui... mettait en danger la vie des abeilles. Et aujourd'hui, nous avons besoin de protéger notre environnement, de protéger notre biodiversité. Et donc, nous avons fait en sorte, à travers cet article 14, que l'on puisse aujourd'hui diminuer un certain nombre d'intrants, faire en sorte que nous encouragions et que nous aidions les agriculteurs aussi à utiliser de moins en moins de produits phytosanitaires pour la santé de nos concitoyens, et puis parce que c'est une attente sociétale qui est très forte, mais cette attente sociétale, elle se double aussi d'une nécessité de mettre des moyens sur la recherche et l'innovation pour trouver les solutions qui permettront de pouvoir continuer à produire des produits de bonne qualité, mais de pouvoir continuer à produire suffisamment pour assurer notre souveraineté alimentaire et aussi la qualité sanitaire des aliments. Oui, on en revient à l'INRA et au travail des chercheurs. On en revient à l'INRA et au travail des chercheurs, oui. J'imagine qu'il y aura encore 1 milliard de questions, mais vous avez déjà pris beaucoup de temps pour me répondre, et c'est très gentil de votre part. Et, écoutez, je vous remercie d'avoir pris le temps de répondre à ces questions. C'est quoi l'actualité du ministère là dans les jours qui viennent? C'est ma dernière question. Vous allez faire quoi? Dans les jours qui viennent, c'est tout simplement d'accompagner la loi. Elle a été votée
le 2 octobre dernier. Et maintenant, il faut la mettre en œuvre, aller sur le terrain, à la rencontre des agriculteurs pour accompagner, accompagner la loi, faire en sorte qu'elle soit mise en application sur le terrain, de vérifier sa mise en application, d'accompagner toutes les filières. Et puis, les sujets agricoles ne manquent pas sur la forêt, sur tous les sujets qui concernent la formation. Nous allons lancer une grande campagne d'information et de promotion de l'enseignement agricole. Bref, les sujets ne manquent pas ici au ministère de l'Agriculture. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Merci à vous.